vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, Facebook et Instagram ne diffusent plus les nouvelles canadiennes sur leur plateforme depuis 6 mois. Un bras de fer de Meta, la compagnie à qui ces réseaux sociaux appartiennent, en réponse à l'adoption de la loi canadienne sur les nouvelles en ligne, c'est 18 de juin 2023. Cette loi tente d'obtenir une contribution financière de Meta pour la diffusion du contenu produit par les entreprises médiatiques canadiennes. Plus près de nous, au Québec, un colloque sur l'émergence de la désinformation dans l'espace public, un problème public transnational, se tiendra les 28 et 29 février prochains. Surveillez la page, on va vous mettre le lien. En 2024, il y aura 1 milliard de citoyens dans les bureaux de vote aux États-Unis, en Inde, au Mexique et dans bien d'autres pays. Et tout autour de la planète, ces nombreuses élections risquent d'être secouées par des stratégies de désinformation. Lorsque la désinformation progresse, la démocratie recule. Quel constat pouvons-nous faire à l'aube de nombreuses élections, en commençant par la présidentielle américaine? Nous en parlons tout de suite, ne bougez pas. Je vote pour la science. Aujourd'hui, nous voulons parler du retrait des nouvelles des plateformes de Facebook et d'Instagram par Meta, de la désinformation en ligne, du recul de la démocratie en cette année d'élections internationales importantes à venir, à commencer par celle de nos voisins américains. Nous en parlons avec nos invités. Je suis en compagnie de Jean-Hugues Roy, journaliste, professeur et responsable du bac en communication à l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM. Bonjour. Oui, bonjour Isabelle. Je suis aussi avec Dany Gagné. Vous êtes chercheur en résidence à l'Observatoire des conflits multidimensionnels de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'UQAM. C'est bien ça? C'est bien ça. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. La désinformation prend une place croissante sur Internet, ce qui nous questionne sur notre capacité à bien s'y informer. Les réseaux sociaux, Facebook en tête, les avancées de l'intelligence artificielle présentent un fort potentiel déstabilisateur, particulièrement en temps d'élection. Rappelons qu'en 2024, plus d'1 milliard de personnes iront voter dans une 60aine de pays, au Mexique, en Inde et même aux États-Unis. Peut-être je vais commencer avec vous, Monsieur Gagné. Vos travaux portent sur les campagnes d'influence et de désinformation à des fins géopolitiques. Le 5 novembre prochain, les citoyens américains éliront leur prochain président. Comment voyez-vous se dessiner cette élection du côté peut-être de la désinformation? Écoutez, c'est certain que la question ne se pose plus à savoir est-ce qu'il va y avoir des informations. Oui. C'est plutôt de savoir quelle forme elle va prendre. Donc, ce n'est plus une surprise pour personne. Maintenant, à quoi s'attendre, ce n'est pas évident parce qu'encore une fois, on a une élection qui est polarisée sur un enjeu qui est très précis et qui est en ce moment, dans le fond, qui est débattu au Congrès, c'est à savoir le soutien à l'Ukraine. Donc, à savoir, est-ce qu'on continue de financer, est-ce qu'on continue d'armer l'Ukraine? Et puis, c'est un sujet qui polarise énormément démocrates et républicains. Et bien, c'est certain que dans cette situation-là, on le sait que les Russes ont un intérêt à voir le Parti républicain prendre le pouvoir. C'est indéniable. Donc, c'est certain que qu'est-ce qu'on va essayer de faire, c'est de polariser davantage ce débat-là pour justement en arriver à leur fin. Donc, c'est sûr que c'est l'enjeu sur lequel on s'attend le plus. Bien sûr, qu'est-ce qui arrive avec ce genre de campagne-là? C'est que c'est très difficile de voir qu'est-ce qui se passe en temps réel. Ça prend de l'analyse, il faut récolter des données sur les médias sociaux pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, mais c'est souvent des choses qu'on peut voir un peu à reculons. Oui, c'est sûr que quand on regarde peut-être la dernière élection, c'était il y a quelques années, et la progression de la désinformation. Maintenant, c'est encore plus facile, finalement, de truquer avec l'intelligence artificielle ou d'imaginer des faux comptes, des bots et tout ça, de tous les robots là, qui vont travailler d'un côté comme de l'autre, peut-être aussi. Ben oui, c'est certain que c'est beaucoup plus facile pour ce qui est de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Oui, parce que c'est une espèce de multiplicateur de force.
Donc, si on regarde, par exemple, tout ce qui s'est passé après l'élection de 2016, donc pendant, bien sûr, et après l'élection de 2016, qu'est-ce qu'on a découvert un peu sur les campagnes d'influence russes? On remarque que ça a beaucoup évolué. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, on parle de personnes qui sont des employés carrément dans ce qu'on appelle une usine à trolls. Donc, eux fabriquent des messages dans le but de polariser la population, mais c'est monsieur, madame, tout le monde qui fabriquent des messages qui sont souvent pas très bien traduits en anglais, qui sont un peu qui frappent pas nécessairement la cible, et c'est vraiment des gens qui partagent, donc des gens avec des fausses identités, mais qui partagent l'information. Les récents développements de l'intelligence artificielle va vraiment nous donner un multiplicateur de force, c'est-à-dire que non seulement l'intelligence artificielle peut produire un contenu qui est plus convaincant, mais qui est aussi facilement, c'est facile de le traduire en plusieurs langues et de le rendre beaucoup plus crédible, exactement. Donc, plus rapidement produire le contenu, plus crédible, en plus de langues, donc pour aller chercher un public dans plusieurs pays. Donc, ça ne change pas la désinformation en tant que telle, elle va continuer d'exister, mais ça rend l'entreprise plus facile pour ceux qui veulent s'y adonner. Oui, c'est sûr. Vous avez compris, on va rester sur les réseaux sociaux. Vous vouliez réagir pour ça? Oui, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Dany raconte. C'est vrai que depuis l'émergence de ChatGPT, ça fait longtemps que l'intelligence artificielle est dans le paysage, mais ChatGPT a démocratisé son utilisation de façon... ça peut être, pour des applications intéressantes, mais pour des applications malveillantes aussi, c'est épeurant. Ça fait partie des choses que j'enseigne. Nous, en journaliste, chez nous, là, on enseigne la programmation à nos étudiants, nos étudiantes pour... démythifier l'intelligence, les réseaux, c'est-à-dire le big data, les algorithmes, et l'intelligence artificielle aussi. Et ChatGPT, oui, il y a l'interface web que tout le monde connaît. Parce que tout le monde connaît, mais il y a aussi moyen d'interagir avec GPT et d'autres outils de façon programmatique. Et voilà, moi, j'ai fait des expériences comme ça. C'est désarmant de facilité. Combien ça... Tu sais, dès l'instant qu'on connaît un peu de programmation, là, de générer des centaines, des milliers de messages. Oui, des contenus tout à fait, la plupart du temps crédibles, effectivement. Et ça fait peur entre de mauvaises mains. Oui, on va essayer de pas trop faire peur au monde, mais on va rester dans ce côté-là, de parler des informations et bien sûr des réseaux sociaux. C'est ça qui nous occupe aujourd'hui. Donc, l'adoption de la loi C-18, la loi canadienne sur les nouvelles en ligne, a fait réagir la compagnie Meta. Depuis 6 mois, Facebook, Instagram ne diffusent plus les nouvelles produites par les médias canadiens sur leurs plateformes respectives, ce qui laisse toute la place à un autre type de contenu. Donc, professeur Roy, je vais rester avec vous. Est-ce que le blocage des nouvelles sur Facebook, notamment, augmente aussi la désinformation? Ça a le potentiel, oui, de le faire. En 2020, en 2021, quand Meta a fait la même chose, a bloqué les nouvelles en Australie pendant une semaine, je me suis demandé qu'est-ce qui arriverait au Canada si on faisait la même chose. Et voilà. On y est maintenant, mais à l'époque, donc en 2021, je me suis dit, j'ai donc fait un projet de recherche où je suis allé chercher des contenus de l'année 2020 en français au Canada, mais aussi à des fins de comparaison dans 3 autres pays, en Suisse, Belgique et en France. Donc, des contenus francophones. J'ai essayé de recueillir l'ensemble des contenus publiés, en tout cas la plus grande proportion de contenus publiés en français dans ces 4 pays. Et là, j'ai séparé ça en 2 groupes. L'information d'une part et tout le reste d'autre part. Quand je parle d'information, c'est des pages Facebook. C'est essentiellement sur Facebook. Donc, ce sont des pages Facebook de médias d'information régionaux, de toute nature. Je pense même Radio Ville-Marie en faisait partie, voyez-vous. Donc, et là, j'ai retranché l'information. J'ai regardé donc dans les contenus qui ne sont pas de l'information, qu'est-ce qui circule en français sur Facebook? Qu'est-ce qui reste? Je m'attendais à trouver énormément de désinformation. Finalement, il n'y en avait pas tant que ça. Il n'y en avait pas autant que ce à quoi je m'attendais en 2020. Il y en avait, ça dépendait donc des pays. Au Canada, à part la France, là, dans les autres pays, ce qu'on retrouvait, c'était surtout des contenus de divertissement. Beaucoup de sport, mais qui n'est pas fait par des photos de chats. Voilà. J'appelle ça aussi des memes de bienveillants ou mielleux. Enfin, c'est beaucoup, tu sais, des messages bonne journée. Voyez-vous, c'est ce genre de choses. La positivité, finalement, peut-être un petit peu à une sauce rosée. Mais... Oui. Le seul pays où il y en avait un peu, où il y avait la désinformation surnageait, si on veut, davantage, c'est en France. Et bon, comment ça pourrait s'expliquer? C'est peut-être
parce que la société française est était un peu plus polarisée en 2020 qu'elle pouvait l'être, que le Canada pouvait l'être. Et donc, voilà, on voit, il y a des chercheuses, des chercheurs en sciences, en sciences politiques qui ont étudié ça, le degré de polarisation. Il y a une étude en Suisse de l'autrice, c'est Umprecht, je me souviens plus de son prénom. On le mettra sur la page. Oui, ils ont étudié justement le degré de polarisation dans 18 pays et en fait, ils ont mesuré la résilience à la désinformation dans 18 pays. Et il y a 3 catégories de pays en fonction de leur degré de résilience. Oui. Ceux qui le sont moins, c'est-à-dire donc là, les pays où la désinformation est le plus pogne plus, si on veut, le plus de chances de fonctionner, ben, il y a juste un pays dans cette catégorie-là, ce sont les États-Unis. Et bon, il y a plusieurs études sur la désinformation, mais ça, elles se font en contexte américain, qui est un contexte ultra polarisé. À l'autre extrémité, les pays qui sont plus résistants à la désinformation, ben, le Canada en fait partie, Belgique, Suisse. Dans les pays mitoyens, la France s'y trouvait. Et voilà, voyez-vous, donc il semble y avoir une corrélation entre le degré de polarisation d'une société sur le plan politique et désinformation. Le succès de la désinformation, si on veut. Alors, c'est un peu pour ça. Mais maintenant qu'on y est, que Meta a bloqué les nouvelles sur ses réseaux. Depuis 6 mois, je me rends compte que j'étais peut-être un peu naïf. La désinformation prend d'autres formes auxquelles je ne m'attendais pas. Notamment, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des fermes de contenu. Hein, des entreprises pour faire de l'argent, qui génèrent des contenus et s'inspirent beaucoup de contenus d'information publiés dans les médias. Oui, ça ressemble. Ça leur ressemble. Ils les déforment, ils ajoutent des éléments plus spectaculaires, parfois carrément faux, et eux, leurs contenus ne sont pas bloqués sur Facebook. Voilà voilà comment la désinformation, la mésinformation surnage. Et moi, ça me fait peur parce que au fur et à mesure que le temps passe, beaucoup de jeunes s'informent grâce à Instagram, entre autres, et ils grandissent, ils évoluent dans la vie dans un monde où ils se connectent, ils fonctionnent dans Instagram, et c'est un monde où l'information est absente. Alors, c'est un peu ça le message à long terme qui risque d'arriver, là. C'est que, il y a des contenus, mais l'information n'en fait pas partie. Alors, c'est très déstabilisant pour les gens de notre génération, mais peut-être pas pour M. Gagné. Pouvez-vous, M. Gagné, nous expliquer comment, justement, est utilisée la désinformation à des fins géopolitiques? Là, je pense un petit peu à votre dernière chronique là, et sur le potentiel déstabilisateur justement de l'intelligence artificielle. Donc, c'est sûr que quand nous, on parle de géopolitique, on parle de désinformation pour obtenir des gains. Je vais vous donner un exemple. Les forces armées canadiennes de l'OTAN qui sont stationnées en Lettonie, par exemple. Oui. À chaque année, ils sont victimes d'une campagne de désinformation pour essayer un peu de salir leur réputation. Bon, on se dit, qu'est-ce que ça fait? Quelques centaines de soldats canadiens en Lettonie. Ben, écoutez, ce qui est intéressant, c'est que une campagne de désinformation contre ces personnes-là, ça coûte pas cher. Ça coûte quelques millions de dollars peut-être, tout au plus. Et souvent, ces campagnes de désinformation-là presque tout le temps, vont avoir lieu dans des périodes électorales, par exemple. Des périodes où on essaie de convaincre la population. Dans le cas du contingent canadien, c'est des parasites. C'est eux qui répandaient la COVID. Ils se promènent dans les rues de la capitale, ils intimident les gens, tout ça. Et si on réussit dans un contexte politique à ce qu'un parti politique, par exemple, se saisisse de cet enjeu-là, en fasse un peu en partie la question des urnes, et on réussit à se débarrasser du contingent canadien parce que la population décide que, on n'en veut plus de ces parasites-là, on vient d'accomplir un gain géopolitique majeur parce qu'on s'est débarrassé d'une force armée d'un compétiteur stratégique seulement en inventant des faux organes de presse, des faux médias, en faisant des publications sur les médias sociaux qui ne sont pas véritables. Donc, on peut vraiment obtenir des gains. J'écrivais récemment sur qu'est-ce qui se passe au Canada. On commence à avoir de plus en plus de révélations sur l'ingérence chinoise au Canada. On voit de plus en plus qu'il y a eu effectivement ingérence dans les élections de 2019, dans les élections de 2021. Et puis, plus récemment, dernièrement, on voit qu'il y a de plus en plus de politiciens qui sont attaqués, mais aussi des activistes qui sont en territoire chinois, qui sont aussi attaqués. Et ces attaques-là viennent
toujours très, très, très souvent, rapidement, après que des politiciens ou des activistes aient pris position, par exemple, le traitement des Ouïghours. Oui. On va voir que ces personnes-là, ces politiciens-là, ces activistes-là vont souvent être attaqués. C'est presque instantané. Qu'est-ce qui se passe à Hong Kong? Bon, on a eu des manifestations importantes à Hong Kong. La Chine a été vertement critiquée. Les politiciens qui s'ingèrent là-dedans, pas que s'ingèrent, mais je veux dire qui vont prendre parole contre la Chine, vont souvent être victimes. On a vu des politiciens qui ont présenté des projets de loi, qui ont présenté des pétitions au Parlement justement pour dénoncer certaines actions de la Chine. Il y a vraiment comme une espèce de surveillance qui se fait et on attend un peu... tout le temps un peu dans l'ombre, à savoir, c'est qui on doit cibler, et souvent, ce sont pour des raisons politiques. Oui, la manipulation, finalement, mais avec des outils technologiques maintenant, et une facilité de rejoindre les gens très loin. Oui, des outils technologiques qui sont de plus en plus pratiques aussi, dans le sens où, on va remarquer de plus en plus l'utilisation de robots conversationnels. Oui. Donc, des automates qui sont capables d'avoir une conversation avec des gens sur les réseaux sociaux. Et on se rend compte que aussi, l'intelligence artificielle permet à ces outils-là d'en apprendre sur leur auditoire. C'est-à-dire qu'ils vont observer c'est quoi les habitudes de consommation de ces personnes-là sur les médias sociaux, quelle sorte de contenu elles regardent, quelle sorte de contenu elles partagent, et faire vraiment des publications sur mesure pour ces personnes-là et avoir des conversations pour installer vraiment une interaction avec ces personnes-là et mieux répandre le contenu. Et aussi de créer beaucoup plus de faux profils, qui créent beaucoup plus de désinformation, de faux récits. Donc, on va essayer de mousser. Donc, le volume, c'est un multiplicateur de force, dans le fond. C'est la même désinformation, mais puissance 10, si on veut. Oui, c'est intéressant. Dans ces réseaux sociaux-là, leur force publicitaire, c'est justement de faire de la publicité ciblée. Mais là, maintenant, on est rendu à l'étape de la désinformation ciblée par individu. C'est vraiment... Oui, c'est épeurant. Puis, ça me rappelait ce que Dany raconte, là. Moi, je continue de surveiller ce qui se publie sur Facebook en français, au Québec, au Canada, mais aussi, je regarde toutes les pages qui sont administrées au Canada. Qu'est-ce qu'elles publient? Quels sont les contenus qui obtiennent du succès, là, qui obtiennent qui sont beaucoup d'engagement. Puis une de celles qui ressort régulièrement, c'est une page Facebook qui s'appelle Poutine TV. Poutine, comme Vladimir TV. C'est hébergé, c'est une page qui est administrée à partir du Canada, mais son auditoire est surtout en Afrique. On le voit dans les... Donc, voyez-vous, il y a ça. Là, oui, ça passe les frontières ça passe assez du Canada, facilement. On cherche à faire des informations en Afrique. Oui, Mark Zuckerberg a affirmé que ce sont les médias qui bénéficient justement de la reprise du contenu par ces plateformes, alors que c'est tout de même 12% du contenu et 10% des interactions, comme l'a montré votre étude. Est-ce que, justement, on peut regarder du côté des informations, mais aussi de la crise financière des médias? Parce que là, j'ai parlé de la loi C-18 qui veut forcer Meta, justement, à redonner des redevances aux médias, mais aussi peut-être à leur permettre à nouveau de publier sur ces plateformes. Donc, qu'est-ce qu'on veut avec cette politique-là? Est-ce qu'on veut rééquilibrer le rapport de force des médias avec les GAFAM? Est-ce qu'on veut récupérer de l'argent des publicités, justement? Bon, juste contribuer à financer du journalisme. C'est tout simplement ça. Okay. Faut leur donner ça aux réseaux sociaux. Ils ont adapté le modèle d'affaires, le bon vieux modèle d'affaires du 20e siècle des entreprises de presse qui n'était pas infaillible, il faut bien le dire, là, qui consistait à attirer notre attention avec de l'information et on vendait de la publicité avec ça. Bon. Maintenant, c'est Google, Facebook, Amazon qui ont réussi ça. Alors, je pense qu'il faut que les médias cessent de courir après l'argent de la publicité. Là. C'est perdu. Il faut considérer l'information comme un bien public, désormais. Et pour le financer, c'est à travers nos impôts, c'est à travers, donc collectivement, comme public, on peut financer l'information, individuellement aussi, en s'abonnant. Mais je pense qu'il faut aller aussi puiser auprès de ces entreprises qui font... Ces géants qui font, dont une partie des revenus proviennent de l'information, mais aussi de la publicité. Si elles vendent de la publicité aussi chère. La valeur de la publicité pour Meta, là, elle est à peu près 6 fois plus grande en Amérique du Nord qu'elle peut l'être dans le reste du monde. C'est parce qu'on a ici
des citoyens éduqués en santé. Bon, alors, il faut qu'ils participent au financement des services publics, à travers des impôts, mais aussi, je pense, à l'information, qui est un droit fondamental. Oui. Si on arrêtait d'appeler l'information du contenu, peut-être qu'on céderait aussi. Oui, exactement. C'est pas un contenu comme les autres. J'ose le penser, j'ose le dire. C'est un contenu essentiel. C'est l'information, là, ça fait partie des... Moi, j'ai toujours appelé ça l'huile à moteur des rouages de la démocratie. Alors, si on n'en a plus, ça s'enraye. Oui, Monsieur Gagné, les États rivaux truquent les communications avec différentes technologies, dont l'intelligence artificielle, on en a parlé. Il y a une avalanche de fausses vidéos, de fausses photos aussi, par exemple, du conflit israélo-palestinien. Comment s'y retrouver dans ces créations de faux profils, d'automates et tout ça? Comment on arrive justement à démarquer ce contenu-là qui est en fait de la désinformation et de la fausse information? Bon, c'est certain que l'intelligence artificielle, on y revient un peu tout le temps. Je pense que c'est ce que les gens, c'est ce qui inquiète le plus les gens. Oui. Mais ce n'est pas encore quelque chose qui est infaillible. Donc, c'est quelque chose qui... on appelle ça en anglais du machine learning. Donc, c'est une machine qui apprend. Et la machine, elle apprend, autant qu'elle le peut, mais elle fait encore des erreurs, si on veut. Donc, si on regarde, par exemple, au niveau de... Bon, les images qui sont truquées, on remarque encore qu'il y a des choses qu'elle n'est pas capable de faire. Par exemple, des signes... les mains. C'est un peu bizarre, mais la difficulté à reproduire les mains. Ou des fois, on va remarquer que les mains vont avoir 6 doigts. Où les mains sont comme un peu atrophiées. Oui. Des fois, ça peut être un peu comme la proportion entre la tête et le corps. Donc, on voit que la machine a encore un peu de la difficulté à reproduire ces choses-là, à reproduire des images qui sont... Donc, si on s'arrête pas, si on regarde l'image en passant comme ça, oui, ça se peut que ça nous convainque, mais si on s'attarde vraiment à décortiquer un peu l'image, on peut trouver quand même assez facilement les défauts. Et encore ici... Je pense qu'il faut... Oui, l'intelligence artificielle inquiète, mais ce n'est pas l'écrasante majorité de la désinformation ou des images truquées ou des vidéos truquées. C'est quoi la majorité, alors? C'est encore les bonnes vieilles méthodes. Je n'utiliserai peut-être pas Photoshop parce que ça date pas mal, mais je veux dire, la majorité de la désinformation se fait encore avec des tactiques qui datent d'avant l'intelligence artificielle. C'est juste qu'il faut s'attendre à ce que c'est éventuellement l'intelligence artificielle prenne le dessus, mais elle est peut-être encore trop facile à détecter. Donc, c'est un peu à suivre dans les prochaines années. Essayons de passer en mode solution, justement. Oui, effectivement, comment détecter l'IA? Est-ce que c'est possible? Bon, jusqu'à maintenant, on a vu je cherchais le nom du candidat qui était opposé à Javier Milei en Argentine, Sergio Massa. Donc, les deux camps, on a assisté à une campagne électorale construite en partie sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour soit se promouvoir ou discréditer l'adversaire. Tout à fait. Mais c'était facile à reconnaître. Les photos, les images utilisées, c'était évident que c'était produit par... On reconnaissait Midjourney ou d'autres outils. Mais il faut peut-être prendre 30 secondes avant d'y croire, comme la formation de la FPJQ le dit. Là, ça va prendre un peu du temps. Se tourner les pouces 7 fois avant d'appuyer sur Send. Par exemple. Si on repartage. Mais est-ce que... C'est ça, ça fait longtemps que les gens qui travaillent en intelligence artificielle se demandent comment la détecter. Est-ce qu'on ça prend d'autres outils d'intelligence artificielle? Mais à chaque fois, je veux dire, c'est comme une course aux armements. Il y a de l'escalade et on est toujours un temps de retard, c'est ça? On est toujours en retard dans la détection. Alors, il y a certaines personnes qui commencent à dire, c'est ça, l'IA contre l'IA, ça marchera pas. Faut peut-être insérer des espèces de traceurs ou avoir une espèce de registre distribué. Puis c'est quelque chose qui existe déjà. C'est la blockchain en est un. La blockchain, c'est peut-être un peu... Je vais utiliser un mot anglais, overkill. C'est peut-être un peu exagéré d'utiliser la blockchain pour des fins de détection, mais il y a d'autres systèmes de registres distribués comme ceux-là qui existent en informatique. Il y a un système qui s'appelle Git, tous les gens qui travaillent en informatique le connaissent. Là, c'est quand on travaille sur des projets communs en informatique, on va effectuer des changements sur un même document en les signant, ces changements. D'accord? Et on peut apposer à notre signature une authenticité, une clé de cryptographie.
cryptographie. D'accord? Alors, et c'est inviolable, enfin, pour l'instant, tant qu'on n'est pas dans l'informatique quantique. Bon. OK. Donc, ça serait une solution technologique. Ça pourrait être une solution encore qui resterait à inventer, mais à travers laquelle on pourrait signer donc des textes, des images, de la vidéo, du son, tous ces fichiers numériques pourraient être en filigrane signés par leur autrice, leur auteur, et on ne pourrait pas enlever cette signature. Et donc, dès l'instant qu'elle se retrouve, qu'elle est remixée ailleurs, dans d'autres documents, dans des posts de réseaux sociaux et tout, mais la signature resterait là. On pourrait voir donc d'où ça vient, qui l'a fait. Et si c'est Isabelle Bourgain, si c'est Dany Gagné, j'ai confiance en ces personnes. Donc, je peux avoir confiance dans le contenu que j'ai sous les yeux. Qui serait authentique, finalement. Oui. Si c'est, je sais pas moi, quelque chose, machin chouette, 1, 2, 3, 4 à Saint-Pétersbourg. Oui, là, on va se méfier peut-être. Monsieur Gagné, je vais terminer avec vous. En mode solution toujours, que pouvons-nous faire pour que les élections à venir cette année ne se déroulent pas comme celle de Taïwan récemment? C'est sûr que là, vous pouvez en choisir une parmi les nombreuses élections, si vous voulez me donner un exemple. Là, j'ai pas de cas chouchou, si on veut. Il n'y a pas vraiment de recette gagnante. Ça passe beaucoup par un peu l'éducation, si on veut. Le problème qu'on se rend compte, c'est que les personnes qui vont avoir été touchées par la désinformation, qui vont avoir été convaincues de cette chose-là, c'est très difficile après ça de leur convaincre du contraire. Ces gens-là deviennent un peu imperméables, si on veut, au fact-checking ou pour leur prouver que non, ce que tu as regardé, ce n'est pas vrai. Et puis, je pense Comment qu'aussi... on fait alors? Honnêtement, je suis pessimiste dans ce cas-là. C'est peut-être dans le camp des politiciens. Il y a ça aussi, dans l'étude de Humprecht, on se rend compte que c'est aussi les acteurs politiques ont un rôle à jouer. Oui. Il y en a certains qui personnifient la désinformation, je ne donnerai pas le nom. Elle a du succès, la désinformation, dans la mesure où des gens de confiance l'accréditent. Donc, le Parti républicain au Canada, aux États-Unis, a fait ça depuis des années. On commence à le voir, malheureusement, au Canada, à des fins électorales, il y a des politiciens qui vont relayer de la désinformation. C'est payant. C'est payant politiquement, mais c'est moralement tout à fait condamnable. Je trouve voilà, c'est ça qu'il faut dire, je pense. C'est le message qu'il faut envoyer. Puis l'autre message, c'est peut-être aussi d'essayer justement de se former à la désinformation, puis d'essayer de repérer les fausses nouvelles et de prendre le temps avant de relayer n'importe quelle nouvelle aussi, peut-être. Donc, on essaiera de vous mettre quelques pistes sur la page aussi. Donc, merci beaucoup. On était en compagnie de Jean-Hugues Roy, journaliste, professeur et responsable du bac en communication à l'École des médias, et de Dany Gagné, chercheur en résidence à l'Observatoire des conflits multidimensionnels de la chaire Raoul Dandurand. Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche cette semaine, la réalisation et le micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Réécoutez l'émission, partagez-la. Écrivez-nous aussi, nous aimons vous lire. Visitez également la page de l'émission sur le site de l'agence Science Presse. Je vous souhaite de passer tous et toutes une très belle semaine à notre antenne. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique.